Allez, on revient sur ce plateau où j'ai seulement un seul débatteur, en la personne de Moïse Novion. Bonjour. Bonjour Maurice. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. C'est bien, ouais. Vous voulez saluer les téléspectateurs et les auditeurs? Je voulais saluer justement les téléspectateurs, les auditeurs de Diaspora FM et les remercier pour la fidélité. Très bien. Merci à vous pour votre fidélité également, puisque vous êtes présent et à l'heure sur ce plateau. Élection générale de 2026, 1 sur 3 pour les partis, les démocrates, écrit ce matin plusieurs quotidiens, dont Matin Libre à sa une. Mais le quotidien ajoute prochain challenge, la bataille des 20% par circonscription. La bataille des 20% par circonscription. Moïse Novion, c'est à croire que le parti, les démocrates, est déjà retenu de façon définitive pour participer aux élections législatives lorsqu'on voit le titre de Matin Libre. Est-ce que vous avez cette impression? Justement, c'est l'impression qui se dégage. On a tendance à croire, à lire, à la lecture de cette manchette du quotidien Matin Libre, que c'est déjà le récépissé ou bien le quitus définitif pour la participation aux élections législatives délivrées à la formation politique Les Démocrates. Et je pense que d'autres confrères ont pu quand même essayer de rétablir, de réajuster un tout petit peu, parce que tel que c'est présenté, ça peut induire les lecteurs, les téléspectateurs ici, les auditeurs également, à l'erreur. Je pense que c'est une étape de franchie. J'ai lu un tout petit peu le communiqué de la Commission électorale nationale autonome hier. Dès que l'information est apparue. Oui. Et j'ai compris qu'effectivement, c'est une première étape d'abord. Donc, on aurait pu se dire que le confrère est en train de dire une étape sur 3. Si c'était effectivement en 3 étapes qu'il fallait valider, mais tel que le titre est libellé, je pense qu'ils sont en train de confirmer d'ores et déjà, parce qu'avec en sous-titre la bataille des 20% engagés là, non, je pense qu'il faut rétablir la vérité. Il faut savoir que c'est l'étape de la recevabilité qui vient d'être passée. Oui. Et je pense qu'il y a certainement des ajustements, des documents à compléter, entre autres. Et donc, toutes les formations politiques sont toujours concernées par les autres étapes qui arrivent là. Avant maintenant je ne vous arrête pas. Le meilleur, par exemple, titre élection législative du 11 janvier 2025, c'est un parti dont les démocrates retenus par la Sénat pour l'étude de conformité. Voilà. La liste de candidature du parti GSR déclarée irrecevable. Voilà, justement. Donc, c'est ce que nous étions en train de dire. Effectivement, le meilleur confirme nos observations, nos remarques. Donc, le parti, les démocrates, à l'instar des autres formations politiques, si tout n'est pas encore parfait à l'intérieur des documents, des pièces fournies à la Commission électorale nationale autonome, ils vont devoir se mettre encore à l'ouvrage pour compléter, pour remplacer, pour parfaire en un seul mot, avant de pouvoir franchir la prochaine étape. Je pense que la prochaine étape sera qu'une liste définitive soit officialisée, et que si éventuellement il y en a qui ont il y a des partis ou bien des groupes qui ont de recours à porter, que ces partis-là puissent porter encore les recours avant que définitivement le sort soit scellé par rapport à la participation ou à la non-participation. Avant de continuer avec les démocrates, je ne sais pas si c'est avec vous que nous avons fait le débat sur le parti GSR sur ce plateau. Évidemment. Et nous avons dit qu'avec cette participation, que ce parti n'ira nulle part, que c'est pour qu'on parle de ce parti-là qu'il a voulu donc déposer ce dossier-là. Je crois que nous avons fait le débat sur ce plateau. Oui, c'était jeudi dernier, si je ne me trompe. Et je crois qu'on n'a pas à exagérer lorsqu'on sait que déjà la Sénat a éliminé cette liste-là très rapidement. Qu'est-ce que vous en dites? Sans surprise, et mon confrère, je le salue d'ailleurs au passage, Hugues Hector Zogo, il avait été clair dans son propos que c'est un parti qu'on a vu nulle part,
et qu'on ne s'attendait pas à ce que ce parti se présente comme cela à la Commission électorale nationale autonome pour déposer un dossier de participation à une élection aussi importante qu'une élection législative et que nul doute que c'est un parti mal préparé, qui n'est pas en réalité en mesure d'aller compétir. Donc je pense qu'avec cette décision rendue par la Sénat, c'est devenu clair qu'effectivement, ça a confirmé nos propos, nos analyses ici, qu'effectivement le parti n'était pas bien préparé. S'ils étaient bien préparés, ils auraient au moins passé l'étape de la recevabilité pour qu'on puisse examiner leurs documents en profondeur. Là, dès la première étape, ils sont déjà hors course, donc ils ont un tout petit peu surfé sur l'opportunité pour se faire en fait, pour faire parler d'eux, comme on l'a dit. Comme on l'a dit, ça a fait perdre un peu le temps à tout le monde. Oui, mais on a quand même compris qu'il y a un parti comme ça dans le pays. Donc, si c'était leur objectif, c'est que leur objectif a été quelque peu atteint quand même, parce qu'ils ont eu le temps de se faire. En fait, on a pu parler d'eux, on a parlé du président. Monsieur Vissé Togbé. Donc, c'est juste que, bon, ils sont allés comme tout le monde. Ils ont le droit, hein, sauf qu'ils auraient quand même pu nous éviter de devoir avoir consacré du temps pour des personnes qui véritablement n'ont pas existé sur le terrain depuis qu'elles ont obtenu le récépissé de création de leur parti politique. Et donc, c'est tout ça, en fait, qui, à terme, risque de donner raison aux acteurs politiques qui pensent qu'il faut faire disparaître d'emblée certaines formations politiques. Et vous vous souvenez, la dernière fois, quand on faisait l'analyse ici, on avait même observé qu'il était encore plus loisible, plus correct pour cette formation politique de rejoindre, par exemple, les démocrates avec lesquels on a senti que dans les rares prises de position du président du parti, ils avaient été beaucoup plus en phase. Donc on aurait aimé qu'ils se rapprochent de la formation politique, les démocrates, pour mutualiser les forces comme on l'avait analysé ici la dernière fois. Tout à fait. C'est dommage, mais peut-être que le temps n'est pas encore passé et que si le parti Les Démocrates ou même d'autres formations politiques qui auraient obtenu, qui parviendraient à obtenir leur quitus définitif pour participer aux législatives du 11 janvier à venir, parvenaient à s'en sortir, que le parti puisse les rejoindre. On peut s'attendre à quelque chose comme ça. Donc, ils appellent, s'ils avaient de militants, bien sûr, on n'a pas la preuve qu'ils ont de militants parce qu'on ne les a vus nulle part. Donc, mais s'ils avaient de militants à mettre dans la balance, qu'ils puissent appeler à voter pour telle chapelle ou telle autre chapelle. Donc, il y a encore cette fenêtre-là qu'ils peuvent encore exploiter. Voilà. Donc, c'est ce que nous pouvons dire globalement par rapport à JSR et à tout le groupe, les groupes qui ressemblent un tout petit peu dans le fonctionnement à cette façon de faire là. Voilà. Revenons au Parti Les Démocrates, est-ce que vous pensez que certains titres des quotidiens ont été écrits exprès peut-être pour forcer la main aux décideurs s'ils en avaient une autre intention, pour rappeler ce à quoi on a assisté? C'est possible, c'est bien possible. Nous sommes en matière politique et la communication. Il y a d'ailleurs une communication dédiée exclusivement à la politique qu'on appelle communication politique. Donc on ne peut pas supposer que la communication cette communication-là soit complètement anodine et se basant sur les étapes de la participation à la présidentielle et de la participation également aux élections communales, d'où le Parti Les Démocrates a été d'ores et déjà disqualifié. On peut se dire que les confrères ont envie de voir cette formation politique. C'est quand même la formation qui se réclame la plus grande de l'opposition et plus représentative de l'opposition politique. Et cela, c'est vrai parce que ils ont un certain nombre de députés au Parlement, par exemple, à la différence des autres partis qui se réclament de l'opposition. Et donc, ce serait très intéressant, effectivement, qu'on puisse les voir prendre part à une des grandes échéances présidentielles, communales, législatives. D'office, ils sont déjà hors course dans 2. Et donc, on peut s'attendre à ce que les confrères veuillent peut-être mettre la pression un tout petit peu sur les institutions pour
vouloir que effectivement le parti Les Démocrates puisse se présenter aux élections législatives. Et je pense que ce serait une bonne chose. Et on l'a dit ici, hein, on n'a pas quelque chose contre les formations politiques ni contre les responsables ou les individus. Chaque fois qu'on a analysé les déboires de cette formation politique ici, on a souhaité que les cadres du parti, les responsables puissent réussir à convaincre les institutions par la qualité des documents, des dossiers à fournir pour prendre part aux échéances, aux élections. Donc, nous sommes dans la même logique, si c'était la logique des confrères, nous sommes dans la même logique qu'eux, en souhaitant qu'effectivement les démocrates puissent prendre part aux élections législatives. Ça, mais c'est un souhait, c'est un vœu pieux, comme on le dit. Et il reste à ce que maintenant le parti puisse convaincre les institutions. Parce que le parti puisse remplir les conditions. Remplir les conditions, justement. Les conditions au niveau des conditions légales au niveau de la Sénat, et que, effectivement, la Sénat n'ait pas autre choix que de déclarer recevable définitivement leur candidature et de les valider. Ça va être une très bonne chose. Et même le confrère, je pense que c'est Matin Libre, a essayé de dépasser déjà le débat en allant sur le terrain des 20% et à réussir à obtenir dans l'ensemble des circonscriptions, en fait, dans chacune des circonscriptions électorales pour pouvoir prétendre au partage des sièges à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, que le parti parvienne à prendre part et effectivement à relever ce défi-là, ça va être une très bonne chose. Ça va montrer qu'effectivement, c'est l'un des partis politiques les plus importants de l'échiquier et qu'effectivement, ils sont à la hauteur, ils sont capables de relever un défi que tout le monde, y compris le parti même, avait annoncé impossible, bien sûr, dès que la loi a été, le code électoral, je ne vous informe pas, je n'informe pas les téléspectateurs non plus. Tous les acteurs politiques ont communiqué sur le fait que c'était quasiment impossible de relever le défi de 20% par circonscription électorale. Mais qui sait, c'est toujours possible si les gens, c'est le souhait, si les acteurs politiques travaillent effectivement sur le terrain, mobilisent les électeurs et leurs militants, les sympathisants, ils peuvent peut-être réussir à déjouer tout ce qu'il y a comme pronostic jusque-là. Et ça va être une très bonne chose pour notre démocratie. Ça va démontrer qu'effectivement les partis ont réussi à mobiliser les Béninois autour des idées, autour des idéaux, autour des enjeux majeurs. Et donc, la démocratie va s'en sortir plus que gagnante dans le cas d'espèce. Donc, c'est un coup de pression, on est d'accord que c'est un coup de pression, mais c'est un coup de pression que nous voulons bien accepter si le parti réussit à se mettre à jour, à respecter les conditions légales et à convaincre, comme vous le dites, si bien tout à l'heure, vous le disiez si bien tout à l'heure, la Commission électorale nationale autonome. Vous abordiez tout à l'heure la question des 20% lorsqu'on sait que l'UP, le Renouveau, est le plus grand parti de la mouvance qui a d'ancrage sur toute l'étendue du territoire national et que le bloc républicain également n'est pas non moins représentatif. Et lorsqu'on sait que également par le passé, des partis politiques ont déjà obtenu 10%, et malgré donc cette règle des 20%, des partis de la mouvance acceptent de faire des accords de gouvernance afin donc d'espérer avoir 10%. Je pense quand même que pour être réaliste, est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même dire véritablement que si on laissait passer, pas laissait, si le parti Les Démocrates arrivait à remplir donc toutes les conditions et donc franchissait le cap de participation effective aux élections législatives, est-ce que réellement on peut espérer donc les 20% dans chaque circonscription pour ce parti politique? Dans le contexte qui est celui de nous, Béninois, aujourd'hui, c'est irréaliste. Mais comme on le dit, le magouilla qui secoue un pantalon a certainement prévu où ranger sa queue. C'est comme cela que l'adage populaire a l'habitude de présenter cette situation. Le parti Les Démocrates a fait le choix d'assumer son destin seul, du début jusqu'à la fin, en refusant de s'allier
s'entendre avec d'autres formations politiques de l'échiquier. La dernière fois, on analysait par exemple par rapport à Moël Béné ici et on donnait l'information qu'à un moment donné, Moël Béné s'est rapproché de la force Kori.Bénin émergent par exemple pour sceller une alliance, une entente dans le schéma de la loi, la coalition d'accord parlementaire. Donc si les démocrates ont refusé de se mettre dans ce schéma, c'est parce qu'ils se disent qu'ils sont suffisamment forts pour ne pas compter sur une force extérieure ou une force complémentaire. Donc on sait déjà que ça va être très difficile, très dur de remplir cette condition. Ce n'est pas évident, ce n'est pas très évident. Vous voyez une formation politique comme l'UPR par exemple. Déjà avant même cette condition, l'UPR est déjà une mastodonte, c'est déjà une force, un rouleau compresseur terrible qui a presque à lui tout seul rafler tout ce qu'il y a comme siège à l'Assemblée nationale, dans les conseils et dans les conseils communaux, détient également vraiment une très bonne assiette. Et récemment, vous voyez les formations comme le Rassemblement national, dont il ne faut pas du tout négliger la capacité, la force qui est encore allée se joindre à l'UPR, en plus déjà de ce que il y a déjà un accord encore avec le bloc républicain et le parti Force Kori pour un Bénin émergent. Je vois personnellement que ça va être très très difficile pour les démocrates, quelles que soient les forces la capacité dont ils disposent, de réussir à mobiliser 20% dans chaque circonscription électorale pour prétendre à enlever des sièges à l'Assemblée nationale pour le compte de la 10e législature. Ça va être très très compliqué pour le parti politique, mais nous sommes en train de faire des analyses, nous sommes en train de faire des lectures. Nous nous basons à la fois sur les réalités qui ont toujours existé dans notre contexte, dans notre pays jusque-là, et également sur les déclarations des uns et des autres. Les démocrates, les responsables du parti, tout le temps ont également communiqué sur le fait que c'était carrément impossible. Et c'était sur cette base même, c'est l'un des arguments principaux que le parti utilisait pour demander une relecture du code électoral, pour essayer de revoir cette disposition particulièrement qui ne devrait pas arranger les formations politiques individuellement prises. Mais là, maintenant, ils se retrouvent dans cette situation où ils sont seuls et ils ont refusé de s'entendre, de s'allier avec, d'entrer en coalition, en accord avec d'autres formations politiques. Et donc, ils ont fait le choix. On suppose qu'ils ont, comme je le disais pour l'image, l'allégorie du Magouya avec son pantalon tout à l'heure, on suppose qu'ils ont conçu, ils ont un plan pour pouvoir réussir à enlever, à convaincre les électeurs dans chaque circonscription électorale pour enlever les 20%. Et s'ils ne parviennent pas à enlever les 20%, ça va être dommage pour surtout les militants du parti politique. Vous savez, la politique, ce n'est pas seulement que les discours et les prises de parole, c'est également les stratégies. C'est également les stratégies. Et je pense qu'il faut être très habile quand la situation se présente et que ça devient irréversible pour vous de réajuster vos schémas. Vous savez, en matière politique, il n'y a pas d'adversaire éternel. D'ailleurs, il n'y a pas d'ennemi. Et maintenant, il n'y a pas d'adversaire éternel. Il peut y avoir des adversaires de circonstances. Et donc, en fonction des enjeux, vous pouvez rapidement faire des ajustements. Donc, comme certaines formations politiques ont pu le faire. Vous imaginez, par exemple, Moël Bénin, pardon, et la force Kori pour un Bénin émergent. Dans l'ensemble des formations politiques citées, retenues pour passer la première étape, là, par exemple, et on peut supposer que, au regard des réalités au Parlement et dans les conseils communaux, c'est les deux formations politiques les plus faibles. Donc, sur cette base, mais qui ont quand même compris que l'enjeu était de taille et qui ont pu quand même forcer un rapprochement, une certaine coalition. On n'a pas de leçon à donner aux acteurs politiques et encore moins à la formation politique, les démocrates, mais on aurait aimé que pour essayer de se mettre, de mettre les militants dans une certaine posture, dans une certaine aisance, ils auraient quand même pu réfléchir dans le sens d'une coalition comme les autres formations, d'un accord de gouvernance parlementaire comme les autres formations politiques ont eu à le faire pour se mettre un peu, pour se donner un peu plus de chance et un peu plus de marge de manœuvre
et au moment de effectivement valider tout ce qui a été fait en termes de vote, en termes de suffrage sur le terrain. Et donc, on va espérer qu'ils réussissent à réellement avoir les 20% dans chaque circonscription électorale pour démentir et désavouer tous ceux qui ont annoncé que ce n'était pas possible, y compris eux-mêmes, donc pour se désavouer eux-mêmes et donc faire grandir notre démocratie, parce que c'est l'ultime vœu, c'est ce que nous souhaitons tous en tant que citoyens béninois, que la démocratie puisse rayonner, puisse grandir et que nous puissions continuer par inspirer les autres peuples autour de nous et à travers le monde. Ma dernière question sera une patate chaude. Elle sera une patate chaude. Et vous savez que certains citoyens, si vous avez l'habitude d'écouter ce que disent les Béninois dans l'opinion publique et tout, certains citoyens, beaucoup de Béninois, dans ce qu'on entend dans l'opinion publique, ont vu comme quoi les démocrates ont été empêchés de participer à une élection présidentielle, ont été empêchés de participer à une élection communale. Est-ce que, nous avons entendu Hector Zougou dire sur ce plateau que si ce parti réussissait donc à remplir toutes les conditions pour franchir cette dernière étape, pour participer aux élections législatives, que ce sera, la réponse sera sanglante par rapport de la part de ceux qui estiment qu'il faut porter au pouvoir ce parti politique. Oui, je parle de réponse dans les urnes. Ah ok, d'accord, oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez exprimer. C'est-à-dire que si le parti, les démocrates parvenaient à convaincre la commission par son dossier et à franchir cette étape pour participer effectivement à une élection législative. Les électeurs, ils peuvent drainer les électeurs se basant sur ce qu'on a supposé. Oui, que tout à fait. Dans notre contexte, les victimes... Vous savez que l'opinion publique parfois est parfois manipulée. Justement. Donc, sur cette base de manipulation, ça pourrait amener les populations à porter le choix massivement là que sur ce parti je voulais venir justement. Pour sanctionner en quelque sorte le fait qu'on n'ait pas permis au parti de participer aux autres élections. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Avant même les élections, le Parti des démocrates a beaucoup joué sur cette fibre-là, de victimisation, de plaintes, de complaintes, de lamentations, pour avoir un tout petit peu l'adhésion de la population, l'adhésion et l'estime de la population qui, parfois, en général, est indécise, n'arrive pas à prendre définitivement ses choix, et surtout que les gens n'ont pas forcément des idées à mettre en avant, et que c'est sur la fibre émotionnelle que les gens jouent. Effectivement, ça peut donner quelque chose dans le registre que vous êtes en train de dire là, mais il y a une donnée très importante qu'il faut prendre en considération quand on fait l'analyse dans ce sens-là. C'est-à-dire quoi? Les démocrates ont été lésés, brimés, etc. Et pour ça, comme ils sont en train de participer à une seule des élections, il faut les soutenir, il faut leur donner un peu d'appui. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les élections législatives. Les élections législatives et comme les élections communales ont cette particularité-là, à la différence d'une élection présidentielle, par exemple, qui est beaucoup plus sur l'échiquier national. Les élections législatives, c'est des élections de proximité. Oui. Vous savez, c'est le neveu, c'est l'oncle, c'est le papa, c'est le parent qui est candidat. Et dans notre contexte où on n'a pas réussi, et on le disait suffisamment, on l'a rappelé plusieurs fois ici, où on n'a pas réussi à installer les outils qui devraient accompagner la démocratie et l'enraciner. Et donc les gens jouent généralement sur la fibre ethnique, la fibre filiale, les rapports, la fraternité, etc. Et donc ne soyons pas dupes, ne pensons pas que ça va être une mince affaire, même pour la formation politique, les démocrates, de réussir à convaincre et à drainer du monde vers eux, je dis les démocrates en général, donc vers eux, et à la différence des autres formations politiques. Quand vous prenez par exemple la 6e circonscription électorale, la 16e circonscription électorale, même la 15e, disons la 6e circonscription électorale d'abord, et que vous voyez une formation politique comme le Rassemblement national.
vous voyez l'ancrage de cette formation politique-là. Il ne faut pas démontrer qui a pu rejoindre l'UPR, qui est déjà une mastodonte, et donc qui ont leurs militants. Si l'UPR est le parti le plus fort, majoritaire à l'Assemblée, c'est qu'ils ont d'ancrage sur le terrain et qu'ils ont encore réussi à drainer d'autres forces, comme les forces dont on a parlé là. Pour passer de l'UP à l'UPR, c'est toute l'armada tout au moins c'est une grande partie de l'armada du PRD qui a donné ses forces à l'UP pour donner l'UPR. Et donc dire que oui, il suffira seulement de compter sur les émotions, les complaintes, les fibres ethniques et autres de victimisation pour réussir à... Ça va jouer, ça va donner quelque chose, mais pour réussir à convaincre les gens au point, les électeurs bien sûr, au point d'obtenir les 20% dans chaque circonscription électorale, ça reste à prouver. Il faut vraiment réussir à le faire pour démentir, nous désavouer, nous... Et à titre personnel, je ne pense pas que ça va être une mince affaire. Parce que comment est-ce que vous voulez, par exemple, réussir à convaincre les électeurs, je prends de la 6e, par exemple, à ne pas choisir à abandonner dans leur large majorité une formation politique comme l'UPR portée par un certain, je ne fais pas de la publicité, mais un certain Christophe Aïssi et Orden Aladati. Et je pense qu'il y a encore un député déjà à l'Assemblée nationale même qui... Ces cadres-là, voilà. Et c'est leur terrain, c'est des gens qui ont déjà réussi à convaincre Claudine Prudencio, dont on connaissait l'ancrage dans la 6e circonscription qui aujourd'hui se repositionne. Voilà, et donc vous voyez comment vous réussissez à enlever à ces mastodontes-là tous leurs militants, tous leurs fidèles, pour les drainer vers vous sur la seule base que vous êtes victime et qu'il faut pleurer avec vous, qu'il faut se lamenter avec vous. Et sur cette base, ça va être profondément délicat de réussir à réellement damer le pion aux autres formations politiques seulement sur la base de la fibre de victimisation, etc. Donc je pense que cela reste à prouver. Il faut qu'ils réussissent à démontrer que nous avons tort de réfléchir et de raisonner comme nous sommes en train de le faire ce matin. Et je pense qu'on n'est pas seul. Les observateurs sérieux et avertis qui ne se laissent pas distraire par la foule savent que ce n'est pas, ça ne va pas pouvoir passer comme une lettre à la poste, comme on a l'habitude de dire dans l'expression. Donc les démocrates doivent savoir qu'il y a du travail à faire s'ils réussissaient, même s'ils réussissaient à passer l'étape des institutions, notamment la Sénat, pour prendre part aux législatives à venir. Donc il va falloir batailler dur sur le terrain pour s'imposer. C'est déjà 5 formations politiques, si je ne me trompe pas, qui ont passé la première étape là, par exemple. Oui, c'est bien 5. Voilà, c'est 5 formations. Et si tout l'ensemble de ces formations politiques obtiennent définitivement leur quitus de participation aux élections législatives, vous voyez que la bataille sera encore beaucoup plus rude. Absolument. Parce qu'on ne parle pas beaucoup des autres formations, c'est-à-dire on se focalise sur UPR, BR, LD, et on oublie que Moël Bénin et FCBE, par exemple, ne sont pas à l'Assemblée nationale. Et donc, ont eu le temps d'être aux côtés de ne pas beaucoup parler, de ne pas avoir de ne pas être sur plusieurs fronts et donc être aux côtés des militants sur le terrain. Vous voyez comment c'est passé pour la FCBE, par exemple, au moment de fournir les dossiers pour la présidentielle et pour les élections communales. C'est parce que c'est des formations politiques qui n'étaient pas dans les joutes, qui n'étaient pas dans les querelles. Ils n'avaient pas eu beaucoup de chantiers à affronter en ces matières-là. Donc, ils ont eu le temps de se préparer. Donc, il peut y avoir des surprises. Même quand on parle des mastodontes UPR, BR et autres, il peut y avoir des surprises de la part des autres formations politiques dont on parle moins, parce que c'est des partis politiques qui ont eu le temps d'installer des structures de base, parce que pour drainer, par exemple, les dossiers, pour constituer le dossier global pour la participation aux élections communales, par exemple, c'est à partir des structures de base qu'il faut avoir les dossiers des militants. Et donc, les formations politiques qui ont déjà démontré leur capacité à mobiliser des documents à partir des structures de base, ça veut dire qu'ils ont une certaine assise, ils sont véritablement ancrés et qu'ils sont sur le terrain.
Et donc, il faut compter également avec ces formations politiques. Ça va être très difficile pour une seule formation politique, quelle que soit sa force aujourd'hui, de parvenir à avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Ça va être très compliqué, quels que soient les arguments à faire à valoir et à mettre en avant. Je pense. Très bien. On va donc passer à un autre sujet. Merci à vous, Moïse Novillon, pour vos analyses, pour le partage de vos idées. On va continuer maintenant. On sait que nous avons assisté depuis la deuxième moitié de la semaine écoulée au défilé des institutions à l'Assemblée nationale. Nous avons également, nous, en tant que journalistes, notre institution mère, qui est la haute autorité audiovisuelle de la communication. Et les quotidiens nous informent ce matin qu'il y a eu session budgétaire à l'Assemblée nationale, session budgétaire 2026, et que la HAC défend un budget de 3,46 milliards de francs CFA. Nous avons vu un quotidien qui a donc titré que le président Édouard Loko défend ce budget afin de faire correctement la veille médiatique, la régulation, j'allais dire, voilà, la régulation en ce qui concerne les partis, les médias. 3,46 milliards pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, c'est pas beaucoup quand on sait que les quotidiens, ou du moins les médias n'ont pas eu droit à l'aide à la presse sur ces 10 dernières années, et si ce n'est que après son arrivée qu'il s'est battu pour que nous puissions avoir quelque chose. Qu'en dites-vous? Oui, 3 milliards, je pense que c'est par rapport au chantier qu'il y a à affronter, ce n'est pas rien. Mais je pense que ça ne va pas être suffisant. Ça ne va pas être suffisant pour pouvoir affronter tous les défis qu'il y a à relever au niveau de la maison média. C'est très important de rappeler et d'insister là-dessus chaque fois. La presse, c'est un pouvoir. Et c'est un très grand pouvoir. Et donc, quand on fait les répartitions et dans les débats, les tendances, les gens, les uns et les autres, notamment les compatriotes, ils ont tendance à croire que la presse devrait être, par rapport aux autres institutions, l'enfant malade, parce que on suppose que les journalistes sont parfois dans la majorité dans des fonctions un peu libérales, et donc qu'ils ont la possibilité de courir leur chance par eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin également de beaucoup d'efforts, surtout qu'il y a les téléphones portables, les gadgets aujourd'hui, tout le monde est journaliste. Donc la confusion est vite arrivée et les gens n'arrivent pas à savoir que le chantier est énorme, est immense pour avoir une presse professionnelle, pour avoir des rédactions correctes, conformes, qui respectent les normes en termes d'éthique, en termes de déontologie, qui servent l'information de qualité et qui fonctionnent suivant ce que cela devrait être pour que la République puisse tenir. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette logique-là. La HAC, sous le président Édouard Loko, a démontré sa volonté d'assainir la maison média, la maison de la presse en général, de remettre un tout petit peu ce qu'il faut. Le legba au centre du village. Voilà, effectivement, le legba au centre du village. Et en réalité, on a pendant longtemps laissé faire. On a pendant longtemps laissé libre cours. Et l'autre jour, dans les analyses ici, on a fait observer, par exemple, que non seulement il y a des influenceurs, et ça, il faut vraiment créer le débat et insister là-dessus. Les TikTokers, les influenceurs et autres, ils viennent faire la concurrence, par exemple, aux médias réguliers. Et je ne pense pas qu'à l'étape actuelle des débats et du fonctionnement de notre République, ils payent, par exemple, des impôts, des taxes, etc. Et donc, vous voyez, ne pas soutenir pendant 10 ans, par exemple, les médias, ça a laissé vraiment de séquelles, oui, ça a laissé de séquelles. Et ça a laissé cours à des dérives qui n'avaient pas l'habitude
qu'on n'avait pas l'habitude d'observer au sein de la corporation. Ça a laissé cours à certaines dérives. Et je pense qu'il faut, il faut aller au-delà pour pouvoir permettre à ce que la HAC puisse remplir cette mission, cette volonté véritablement d'assainir, de mettre de l'ordre, de redorer le blason du métier de journaliste et de voir des organes de presse avec plus d'éclat et avec plus de rayonnement. Je pense qu'il faut donner effectivement suffisamment de ressources et de moyens. La HAC n'est pas restée suivant ce qu'on est en train d'observer. Et depuis que le président Edouard Loko est là, par exemple, la HAC a refusé de rester dans les bureaux. Régulièrement, l'organe est descendu dans les médias. Pour en arriver, par exemple, je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur, pour en arriver à retirer plus d'une centaine de cas de presse, par exemple, à des journalistes, à des confrères. Je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur, mais il fallait le faire. Et pour arriver aussi à normaliser la liste des organes. On voulait en utiliser ce matin et on ne pouvait pas. Parce que la liste est là et puis il y a des organes qui paraissent presque tous les jours. Mais aujourd'hui, on voit que ces organes-là ne sont pas dans la liste réglementaire de la HAC. Et on choisit les quotidiens et puis l'arbitre qu'est Marcel Yedo sortent les quotidiens avec, voilà, lorsqu'ils consultent cette liste-là. Donc, on voit qu'il y a un travail de fond. Il y a un sérieux travail de fond à faire. C'est facile pour les compatriotes de voir comment, de s'attaquer aux journalistes. Vous voyez, tout ce de quoi on a été victime ces dernières années. Et on nous injurie, on nous humilie, on nous insulte. Parce que, bon, à l'intérieur de la corporation même, il n'y a pas des choses à ne pas reprocher, bien évidemment. Mais également, il y a un fourre-tout. Et c'est le fourre-tout, là, d'ailleurs, qui davantage jette du discrédit sur ce que nous sommes, ce que nous valons, ce que nous faisons comme effort, comme sacrifice au quotidien pour donner la bonne information, pour animer, pour contribuer également à l'animation du débat démocratique, du développement économique, socio-culturel, etc. Et donc, il y a un très grand chantier et ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir régler en un an pour faire partie les habitudes qui se sont installées. C'est avec beaucoup de difficultés qu'il faut traquer. La chance que nous avons en considérant tout ce dont vous parlez, c'est que celui qui est à la tête de la HAC aujourd'hui est quelqu'un qui connaît le milieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ça n'a pas du tout été forcément de gaieté de cœur de retirer par exemple à des confrères, puisque c'est un journaliste qui est également, c'est un confrère, c'est vrai, c'est un patron de presse, c'est un aîné, mais c'est un confrère également qui est à la HAC aujourd'hui. Donc il connaît et c'est à ses confrères qu'il a retiré par exemple des cadres de presse. Donc ça n'a pas forcément été de gaieté de cœur, mais on en a besoin pour pouvoir essayer de remettre un tout petit peu de l'ordre dans la corporation, dans notre façon de fonctionner, pour que également, et n'oubliez pas, nous approchons une année délicate, c'est une année électorale et c'est une année très chargée en matière d'élections. C'est 3 grandes élections communales, législatives et présidentielles en 2026. Il va falloir faire le gendarme pour ne pas laisser cours à beaucoup de dérives. En plus de ce qu'on observe déjà comme dérive sur les réseaux TikTok, YouTube, Facebook, entre autres, s'il faut encore laisser les médias assermentés ou non assermentés, les journalistes confirmés, reconnus, et aller à certaines dérives, vous voyez, ça, c'est vite fait d'aller dans le décor. Donc c'est très intéressant de voir par rapport surtout à l'année que nous allons affronter et aux défis qui vont se présenter tout à l'heure, de donner les moyens à l'institution d'être beaucoup plus présente et de renforcer sa capacité d'assurer la veille, d'être sur le terrain, de veiller, de régulariser, de réguler, de mettre de l'ajustement là où il faut. Et pour moi, la HAC, ce budget-là n'est pas trop pour la HAC. Au contraire, s'il y a la possibilité de dépasser cela, et ça va être une très bonne chose pour l'ensemble de la corporation, des médias dans notre République. Et le président Edouard Loko et toute son équipe, ils doivent continuer dans le sens de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils ont entamé là.
essayer de mettre beaucoup plus. Regardez, ce matin, par exemple, on n'a pas pu exploiter, vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas pu exploiter tout ce qu'on a reçu comme journaux, comme une des médias, parce qu'il y a des médias qui ne sont pas dans les normes. Pourtant, c'est des médias célèbres, connus dont on entendait les noms tous les jours. Qui sont sur l'échiquier et qui font la concurrence. C'est déloyal, en fait, qui font la concurrence parce que c'est vrai, c'est des confrères. C'est avec un peu le pincement au cœur qu'on le dit, mais c'est quand même réel. Vous savez, les médias conformes en règle, par exemple, sont astreints à certaines obligations, à des contraintes, ne serait-ce que pour les médias privés, par exemple, les impôts, etc., les taxes. Et donc, qu'on soit sur le même terrain, qu'on soit sur le même marché, avec des confrères ou bien avec des organes qui sont des entreprises également et qui font lever des avantages, des profits sur le même marché que d'autres organes qui sont dans les normes et qui payent les taxes et les impôts. C'est déloyal. Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle, même si c'est dur, parce que ça nous touche directement, c'est des personnes qu'on connaît parfois. Donc, même si c'est dur, il faut quand même accepter qu'on puisse réguler, qu'on puisse mettre de l'ordre pour la sécurité de nous tous en plus. Les moments que nous sommes en train de traverser en termes d'insécurité au plan global et au plan local, et au plan sous-régional et au plan local, il ne faut pas permettre à ce que des rédactions, des organes qui ne sont pas dans les mailles des filets, qui ne sont pas régulés, contrôlés, puissent être en train de donner de l'information. L'information, c'est de l'alimentation. C'est comme de l'alimentation. Donc, ça dit que si vous intoxiquez les compatriotes, les citoyens, c'est vite fait d'aller dans tous les sens sans qu'on ne sache à quel moment on peut rattraper, recoller les choses qui, à un moment donné, sont parties. C'est facile de dire c'est tel journal, c'est tel média qui a dit, c'est tel journal qui a écrit, c'est tel journaliste qui a dit. Quand ouais, la force que cela représente de dire c'est tel journaliste qui a dit, c'est tel média qui a dit, alors que en réalité c'est peut-être une fausse information. Absolument. Et on n'a pas la possibilité de retrouver le média parce que le média n'a pas de siège, le média n'a pas de représentant légal. Donc c'est allé comme cela, ça jette du discrédit, ça crée de troubles, ça amène des problèmes, mais on n'a pas à qui s'adresser pour situer, ne serait-ce que les responsabilités, rétablir la vérité. C'est délicat. Et on ne peut pas être un pays qui aspire à faire les choses correctement, aspire au développement, veut consolider la démocratie et l'état de droit et laisser faire dans ce fourre-tout, dans une confusion totale qui ne dit pas son nom. Donc je pense qu'il faut mettre de l'ordre, et pour mettre de l'ordre, il faut davantage de moyens pour pouvoir fonctionner. Donc c'est de bon ton que le président puisse être en train de faire tous les efforts qu'il est en train de consentir là, pour pouvoir obtenir les moyens d'action. Très bien, merci à vous Moïse Novion. Même si ça va être dur, il faut le faire, même si ça va être difficile, il faut le faire, parce que quand c'est dur, seuls les dieux avancent.